Alors, Monsieur Ali Haïdar, vous êtes le directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. Vous avez occupé aussi des postes ministériels entre 2012 et 2014. Et aujourd'hui, on dit que vous faites partie des 100 écologistes les plus influents de la planète. Alors, ça fait quoi d'être aussi influent? En fait, ça change rien dans la vie d'un homme passionné qui a des soucis de protéger l'environnement, en tout cas pour mon cas à moi. Voilà, il n'y a pas de ballon d'or pour les gens qui plantent. Il n'y a pas de grand award pour les gens qui se battent pour l'environnement. Mais en général, les gens qui font ça, ils font ça pour eux d'abord. Moi, je fais ça pour moi. Je fais ça parce que j'aime mes enfants, j'aime ma famille, j'aime mon pays. Et je veux partager avec mes enfants, ma famille, mon pays, mes amis, cette passion que j'ai de protéger l'environnement. Et l'environnement, c'est la vie, c'est rien d'autre que la vie. D'où découle maintenant l'économie des gens, le bien-être des gens, parce que quand tu vis dans un environnement où il fait bon vivre, où il y a des arbres, où l'oxygène est pur, eh bien tu es en bonne santé. Surtout quand tu manges de bonnes choses que tu as produites au plus près de ton milieu, eh bien tu es en bonne santé. Quand tu vis dans la pollution, sous les embouteillages, dans la saleté, et que tu manges mal des produits souvent industriels où il y a à la fois du sel, du sucre qui s'accumulent et qui font que l'obésité augmente, le problème de santé publique est présent. Alors, vous dirigez l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte. La question c'est quelle est aujourd'hui la situation de nos forêts et quelle est aussi la situation de la Grande Muraille Verte? Bon, d'abord à la première question, quelle est la situation de nos forêts? Elle est alarmante, elle est catastrophique, elle est vraiment menacée. Quand on sait, puisque je viens du circuit de la Grande Muraille Verte, quand on sait que dans ces forêts sèches qui jadis étaient nourries par les différents cours d'eau qui sont devenus des vallées fossiles, cette forêt sèche, quand on sait qu'il y a une centaine de pick-up qui quittent par jour pour ravitailler des grandes villes avoisinantes avec du charbon produit dans ces forêts sèches, on peut être inquiet. Quand on sait tout le niveau de trafic intense qui est actif au niveau de la Gambie et de la frontière avec notre pays voisin ami, la Gambie, avec des centaines de camions qui quittent chargés avant de bois de veine, mais ils ont tellement décimé le bois de veine que maintenant ils sont en train de couper le Dimbe, le Cordilia pinnata, et voilà, et les tout venants, ils coupent le Caïcédra, ils coupent tout maintenant. Alors, la Grande Muraille Verte, j'en viens. Donc je suis allé voir ce que cela représentait. J'ai été assez agréablement surpris sur deux sites où ce sont des sites de 2008-2009 où la pluviométrie à l'époque était très importante. Il y avait 800 mm de pluie. Les plantes ont poussé. Donc les reboisements qui ont été faits à l'époque avec le soutien de Total, de FH, de l'armée française, de Eaux et Forêts et de la Grande Muraille Verte, ce reboisement-là, on peut estimer qu'il y a une reprise qui tourne autour de 60% et que les arbres sont devenus assez grands pour partir d'eux-mêmes. Malheureusement, on constate un peu partout que les résultats attendus ne sont pas là, que les pépinières sont dans un état d'abandon quasiment, puisqu'il y a un problème criant d'eau, que les contractuels depuis 2 ans ne sont pas payés, ils se plaignent de cela, donc que les factures d'eau ne sont pas payées, donc on ne peut pas arroser les pépinières, tout est mort. Et sauf, on a été vraiment surpris à Ranérou. On est tombé sur un capitaine, je ne me souviens pas de son nom malheureusement, parce que je suis rentré hier et je suis dans un état assez avancé de fatigue, mais ce capitaine-là avait fait des expériences de récupération du plastique, des expériences de
restauration du Nyalamban, le bois d'ébène. Les plantes étaient vertes chez lui. Dans sa pépinière, les plantes étaient vertes. C'était quasiment le seul endroit où on a vu des plantes vertes. Partout ailleurs, on a vu des plantes soit mortes parce qu'il y a un problème d'eau. Donc, le premier combat de la Grande Muraille Verte, à mon sens, c'est l'eau. Alors, nous allons créer des oasis de 500 hectares, dans lesquels nous allons amener l'eau. Nous allons faire des palmeraies. Nous allons aussi travailler avec la graine, les graines de la forêt, les genres, le grillage, parce qu'il faut clôturer, il faut simplement permettre à la nature de ne pas être agressée par la divagation du bétail, parce que la Grande Muraille se situe dans des zones de divagation de bétail très, très, très importantes. Mais il faut aussi penser à nos parents éleveurs. Donc, dans ces espaces de 500 hectares où on a amené l'eau, on veut mettre des grands périmètres. Des grands périmètres. Mais nous allons nous en occuper. Hein. Nous allons demander à personne de faire ça. Nous allons faire de grands périmètres où on va cultiver les espèces fourragères, comme le maralfalfa. On va les cultiver et on va permettre aux éleveurs de rentrer faucher, prendre pour leur bétail ce produit. Bon, ce sera le partenariat gagnant-gagnant entre eux et nous pour qu'ils respectent le grillage. Parce que très souvent, on est tombé sur des grillages de très très mauvaise qualité, des grillages très mal posés avec des espacements de piquets trop importants qui fait que les grillages tombent tout seuls quand ils ne sont pas arrachés par les migrants, éleveurs migrants. Donc pour nous, la priorité c'est cela. Mais on ne peut pas aussi seulement dire, parce que c'est l'agence de reforestation et de la Grande Muraille Verte et de Éco-Village. Donc on ne peut pas seulement dire qu'on va s'occuper de cet espace de la Grande Muraille Verte. On va faire là ce qu'on appelle de la dispersion de graines. Parce que les arbres sont liés à des animaux. Quand l'animal qui mange le fruit de l'arbre existe, donc il va manger le fruit, il va disséminer la graine ailleurs. Et l'arbre va se reproduire. Mais quand on a tué l'animal, on a trop chassé, et ça c'est un vrai problème au Sénégal. Il est encore permis de tuer des animaux, alors que ces animaux ont un rôle très important à jouer de dissémination des graines des arbres fruitiers qu'ils consomment. Donc nous allons remplacer ces animaux, nous allons collecter les graines. D'ailleurs, nous sommes sur le point de lancer une grande opération de collecte de semences, parce que déjà, le soumpe est mûr, déjà le caille cédra, ce majestueux arbre très grand qui produit beaucoup de bois rouge, les semences mûrissent, l'acacia mangium est en fleur. Il y a beaucoup d'espèces tout au long de l'année qui produisent des semences. Il nous faut organiser les collectes de ces semences, parce que le gros problème que nous rencontrons avec notre préoccupation environnementale, c'est que l'écologie de la nature ne sait pas attendre les avis de la DCMP et de l'ARMP. Quand les semences sont mûres, si vous ne les collectez pas là et que vous devez lancer des appels d'offres, la période de mûrissement passe et vous devez attendre encore 1 an. Quand la saison de pluie est là et que vous devez planter ou disséminer des graines pour qu'elles germent, si vous n'êtes pas vous là, pas prêt, eh bien, il faudra encore perdre 1 an. Alors que nous avons une échéance importante. Notre pays a une échéance importante dans son histoire. C'est que nous organisons les Jeux Olympiques de 2022. Il est important que nous montrons à la face du monde qu'ici, nous avons changé de politique. Nous avons un Sénégal vert, des villes avec des bois de ville, des autoroutes avec des bois sur les avenues et aussi des forêts qui permettent à nos populations de tirer des revenus et de l'économie. Enfin, dans ces espaces d'oasis, nous permettrons aussi, parce que nous les mettrons à des endroits accessibles, visibles, parce qu'elles seront notre carte de visite. Nous les mettrons à des endroits où les villageoises pourront venir produire du maraîchage, produire des fruits qu'elles vont manger ou qu'elles vont vendre. Moi, je veux pouvoir planter tous les jours, 20 opérations de reboisement une fois que j'aurai démarré.
venez de décrire un tableau très sombre de nos forêts. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment dire que l'État sénégalais a érigé le développement durable, l'environnement en priorité? Bon, pour répondre honnêtement, quand on a un budget de l'environnement qui est aussi faible et qui ne fait que baisser, alors que le budget national, lui, il augmente, bon, on peut se dire que ce n'est peut-être pas la priorité. Mais réellement, la volonté du président de la République qui ne cesse de dire que l'environnement est une préoccupation, et il a raison, et qui ne cesse de créer le Conseil économique, social et environnemental. Nous travaillons nous-mêmes à organiser les ASC en ASCE, parce qu'il n'est pas normal que nos jeunes, nos forces s'expriment dans le football sans aider la nature. Il faut que dans leur village, au moment où ils organisent les navétanes par exemple, il faut que dans leur village, ils puissent participer à des opérations de reboisement, qu'ils puissent produire l'arbre, la vie de l'arbre, voir la graine germer. Et ça, nous voulons l'amener dans les écoles. Nous voulons que les élèves voient la graine germer, donner la vie à l'arbre. Et ça va les sensibiliser, ça va les impliquer et ça va permettre, j'espère, que la préoccupation environnementale soit d'une dimension qui fait que notre pays émergera. Et je rappelle enfin, pour répondre à votre question, que le Sénégal a érigé, le président a érigé le PSE en PSE vert, et ça, pour moi, c'est un signal très fort. Souvent, on dénonce aussi une grande corruption au niveau de la protection de l'environnement. Souvent, on lit dans les journaux ou on entend à la radio que l'environnement, la déforestation et tout ça, ça passe parce qu'il y a en fait la corruption qui est derrière tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez un peu nous parler de ça? Est-ce que vous êtes au courant de toutes ces informations qu'on entend par rapport à la corruption et l'environnement et tout ça? Je ne suis pas au courant. C'est clair. Alors si vous n'êtes pas au courant, on passe à la... Quand même, toi tu es journaliste. Quand moi j'ai été condamné par le tribunal parce que j'ai dénoncé un individu qui était un trafiquant. Tu étais où toi? Ah, tu étais à l'école. Où était la presse pour soutenir l'environnementaliste soucieux de la préservation de nos ressources? J'ai vu personne, ni à ma gauche, ni à ma droite, ni devant moi, ni derrière moi. J'étais tout seul là, face au tribunal qui m'a condamné. Et condamné, ça veut dire que pendant 5 ans, monsieur, moi, je n'ai pas le droit de dire Nicolas Van Haegen est un grand trafiquant. Sinon, je vais faire 3 mois de prison. Nicolas est un ami, il ne va pas porter plainte contre moi, mais je suis condamné à me taire sur ces questions. Alors, ma question, je te la retourne. Où tu étais quand on me condamnait? Donc on peut passer à l'autre question puisque celle-là, elle est assez claire, votre réponse est assez claire. On dit que dans le code de l'environnement, il est permis de distribuer du bois aux familles religieuses et tout ça pendant les grands événements. Est-ce que cela participe vraiment à la déforestation de nos forêts? Bon, ça, c'est une... J'ai répondu hier quand ma sœur, la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, m'a invité. Les eaux et forêts n'ont aucun droit de distribuer des quotas, de donner du bois. Ce sont les collectivités locales, c'est la mairie, c'est le maire qui seul, parce que la loi le lui permet, la loi 96 qui dit la compétence pour la gestion des ressources naturelles est une compétence transférée vers les collectivités locales. Si le maire dit à l'exploitant, ok, tu peux couper ici la valeur d'un camion. Maintenant, l'agent des eaux et forêts va permettre à l'exploitant de prendre le camion d'un point A, l'amener à un point B, en temps et en heure précis. Il va lui dire, je te donne 1 semaine pour enlever ton bois et l'amener là où tu veux, à Dakar, à Diourbel, qui concentre 80% de l'exploitation. Dakar et Diourbel, 80% de l'exploitation.
Maintenant, au moment d'événements de grande ampleur où les gens ont besoin, bien sûr, il y a toujours des gens malhonnêtes qui se servent de ces prétextes pour circuler du bois de grume à l'intérieur des bois de chauffe, c'est connu. Maintenant, il y a toujours aussi des gens honnêtes qui veulent le bois pour servir les populations qui viennent les voir. Ce que je déplore simplement, c'est qu'à une époque où on parle de développement durable, peut-être qu'il faudrait que aussi les familles religieuses tiennent compte de cela et cuisinent au gaz en disant que nous voulons nous aussi aider la forêt. Parce que la forêt aujourd'hui, elle est menacée. Elle est vraiment menacée. Et quand la pluie qui produit l'agriculture, qui permet de nourrir l'élevage, parce qu'elle fait pousser l'herbe que vont brouter les bétails, quand la pluie n'est pas là, c'est tout le monde qui souffre. Et je pense que c'est tout le monde qui doit aujourd'hui s'impliquer, prendre des décisions majeures et aller dans le sens de construire tout cela. Aujourd'hui, quel est le défi auquel le gouvernement du Sénégal doit faire face pour réellement protéger nos forêts? Aujourd'hui, quelle est aussi la part des citoyens dans cette protection de nos forêts? Bon, je pense que l'environnement, c'est tout le monde. C'est toi, d'abord, le premier, parce que tu es journaliste, communicant, donc tu peux sensibiliser. C'est moi, c'est tout le monde. Donc tout le monde doit, chaque jour, malheureusement, c'est ça qui fait défaut. Les gens, ils croient que, bon, aujourd'hui, j'ai fait ça, ça suffit. Non, tout le monde doit, chaque jour, dans son comportement au quotidien, penser à l'environnement et agir. Parce qu'aujourd'hui, il faut de l'action. Par exemple, moi, je refuse, quand j'achète quelque chose, qu'on me donne un bouche plastique, que je le prenne. Ce n'est pas parce qu'il y a une loi ou que c'est répressif. Non, je le refuse parce que je suis un citoyen qui prend compte de qui considère que l'environnement est une priorité pour moi. Donc, je dis non, merci, je ne prends pas ton sac plastique. Mais il faut que les citoyens puissent dire ça, merci, et mettre ça dans leur poche, dans un sac qu'ils ont amené, dans un petit cabas, ou etc. Comme nos mamans faisaient à l'époque, où elles allaient au marché avec des lequettes ou des paniers tressés à partir du rognier. C'est possible. C'est possible d'amener un sac et de mettre ce qu'on a acheté dedans en refusant. C'est possible aussi de lutter contre le gâchis. Parce qu'aujourd'hui, l'eau est un problème majeur, mondial. Et donc, si on te dit que toi, tu ne payes pas l'eau, s'il y a une fuite dans ton robinet, tu t'en fous. Et il y a beaucoup d'institutions qui ne payent pas l'eau. C'est pas normal. Parce qu'à partir de là, la fuite ne les dérange pas, les pannes ne les dérangent pas, il n'y a rien qui les dérange puisqu'ils ne payent rien. Alors, enfin, il faut que chacun comprenne que nous sommes, nous tous, Sénégalais, et nous sommes d'ailleurs, nous tous, citoyens du monde, mais je parle aux Sénégalais là, propriétaires de la forêt qui nous nourrit. Si la terre est fertile, c'est parce que la forêt est nourricière. C'est elle qui nourrit la terre. Aujourd'hui, les terres sont salées, les terres sont acidifiées, les terres sont dégradées. Donc, il faut que nous, citoyens qui sommes propriétaires de ces forêts, on comprenne bien qu'on ne doit pas laisser des samba-boys, soi-disant, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Le maire, il dit, parce qu'on lui a mis la pression, il dit, bon, ok, va prendre là-bas un camion, mais le gars là, il va faire circuler 10, 15, 20, 30 camions, parce qu'on lui a autorisé, mais personne ne vient contrôler s'il a coupé 1 ou 10, 20, 30, 40 camions. De l'autre côté, le permis de le circuler, c'est pareil, il est contrôlé, mais bon, voilà quoi. Vous avez parlé de la part que le citoyen doit jouer dans la protection de l'environnement. Maintenant, l'État. L'État, c'est moi. L'État, c'est toi. L'État, c'est nous. Mais arrête avec ton gouvernement. C'est toi le ministre de l'Environnement. C'est toi le premier citoyen. C'est toi le premier gouvernement. Gouvernant, c'est toi. Alors, l'État, bien sûr, elle met en place des lois et des structures qui permettent leur application. Alors... Oui, mais qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour lutter contre la corruption qui gangrène aussi Moi, pour te répondre simplement, il faudrait que le ministre de l'Environnement, excuse-moi,
Pour répondre simplement, il faudrait que le budget du ministère de l'Environnement tourne autour de 4-5%. Déjà. Mais bien sûr, depuis quelques années, le budget national augmente. Le budget du ministre de l'Environnement, il diminue. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes de sécurité. On n'en a jamais eu. La sécurité, la vraie, c'est quand la terre est polluée par le cyanure et le mercure de ceux qui exploitent frauduleusement notre or dans les forêts de Kédougou, mettent sur le sol, parce que nos mamans vont dans les nappes phréatiques boire cette eau. La sécurité, c'est la sécurité alimentaire, c'est que notre terre soit riche pour qu'on puisse produire sereinement. La sécurité, c'est quand il pleut abondamment pour que nous puissions produire. La sécurité, c'est d'abord cette autosuffisance. Qui vient d'où? Qui vient de l'environnement. C'est ça, moi, ma sécurité. C'est ma sécurité, c'est ça. Maintenant, le budget du ministère de l'Environnement, à mon sens, il est petit, mais il est aussi petit peut-être parce que, bon, de tout temps, depuis nos indépendances, on ne voit pas trop ce qu'il a produit, donc on le rabaisse. Et c'est triste, c'est dommage, parce qu'on est à une ère de conscience pour l'environnement. Le monde entier parle de l'environnement. Donc il faudrait peut-être revoir cette situation, recruter des jeunes, il y en a beaucoup. D'ailleurs, en tout cas à l'agence, ça va être la priorité, les emplois verts. Tous les jeunes qui dans les villages vont ramasser des semences, vont collecter des semences, vont nous les donner, seront des emplois verts. Tous les jeunes qui dans les pépinières vont produire des plants sont des emplois verts. Tous ceux qui, au moment des opérations de reforestation, vont planter, sont des emplois verts. Et nous allons travailler à rendre cela possible. C'est ça notre mission.